bienvenue à toutes et à tous. On est là pour un nouvel épisode de la série Other Side de Agora Europe. Il s'agit de parler de l'Europe d'un point de vue d'outre-mer, d'outre-océan. Et on le fait ce soir avec Peyo Ayarbe de SOS Racismo, qui nous rejoint depuis Saint-Sébastien de Nosti, Aupa Peyo, et avec Yonara Cohen, Kaïf Egan, de Irungo Arrera Saria, qui nous rejoint depuis Andai et Irun, et moi je vous parle depuis Andai. Donc on est tous soit ce qu'on appelle la frontière basque, après à voir si c'est une frontière ou pas. Décidément, c'est l'eau comme frontière. Donc je vous demande comme première question de parler de vos associations, de vos organisations. Donc pour Peyo, SOS Racismo à San Sébastien à Donosti, et pour Yon, Irungo Arrera Saria à la Plaza San Juan de Irun. Merci. Merci à vous. Et on commence. SOS Racismo, c'est une organisation de longue date qui lutte contre les discriminations qui sont à la base des positionnements racistes et xénophobes. C'est pour ça qu'il est contre ce qu'on peut appeler le racisme institutionnel. Et ça, c'est clair dans la législation des étrangers, mais aussi contre les discriminations qui sont dans la société, bien dans les domaines de logement ou du travail ou de la fête. Et en plus de cette dénonciation, il propose aussi des changements dans la législation et dans d'autres positionnements sociaux pour que cette situation change. Et cet propos, il découle aussi dans les domaines de l'enseignement. Et il essaye de faire une manière d'accumulation de forces dans les plusieurs domaines de la société et avec les agents qui sont pour ce positionnement. Et aussi, on peut dire aussi, nous faisons partie de la Fédération de SOS Racismo de l'État espagnol et nous avons avec eux beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'Espagne, mais aussi nous prenons partie de plusieurs réseaux au niveau européen, comme Agora Europe, bien sûr. Merci Peyo. Yann. Bon, notre but, c'est beaucoup plus concret. Notre objectifs sont plus concrets que ceux de SOS Racismo. Notre but, bon, on doit dire que nous sommes à Paris, il y a 2 ans et demi, au mois d'août de 2018. Jusqu'à ces jours-là, nous n'existions pas. Ces jours-là, on a créé le réseau d'accueil d'Irun, c'est ça notre nom, le réseau d'accueil d'Irun. Et notre objectif, c'est d'informer, renseigner les migrants qui veulent continuer le passage, le voyage vers la France, la Belgique, l'Allemagne, et qui ont des difficultés même pour être hébergés ici à Irun, ou bien pour dépasser la frontière et continuer jusqu'à leur prochaine étape. La prochaine étape, normalement, c'est d'arriver à la ville de Bayonne. Alors, ça, c'est notre objectif. Accueillir et renseigner et informer ce qu'ils peuvent arriver à faire, qu'ils peuvent faire, quelles sont les sources, les ressources qu'ils peuvent trouver bien à Irun ou bien en France. Oui. C'est parfait. Ça, c'est notre but. Et la deuxième question, je vais montrer pendant que vous en parlez sur Google Maps où on se trouve en ce moment, en fait. La deuxième question, c'est quelles sont vos activités à Donosti pour SOS Racismo et Peyo et à Irun pour toi, Yon. Merci. Je n'ai pas compris la question. Quelles sont vos activités à Donosti, à San Sébastien? Ah, vale, bien. Et pour toi, à Irun. On peut parler de plusieurs initiatives et projets que nous poussons, mais je crois que dans cette interview, c'est que c'est plus intéressant
c'est notre investissement dans le travail d'accueil des personnes migrantes et aussi des réfugiés. Parce que aussi à Saint-Sébastien, il y a une réseau, comme c'est le réseau d'Irun. Il faut dire que Saint-Sébastien est placé à 16 km de la frontière, à 16 km de Andaï, et qui, avec l'arrivée dans les dernières années de gens nombreux, d'une part, des gens qui essayent de traverser la frontière, c'est qu'on dit ici les migrants en transit, mais aussi des migrants qui sont restés ici à la place et que normalement, dans les premiers mois et années, ils restent sur la rue. Et ils ont besoin d'une aide. Et c'est pour ça qu'il y a aussi un réseau d'accueil à Saint-Sébastien. Et nous faisons partie de ce réseau. Et ça, c'est un travail avec les gens qui restent ici. Ça demande d'hébergement, ça demande pas de logement, mais aussi d'autres besoins dans le domaine de la santé ou de l'éducation. Et nous essayons de donner à ceux qui n'arrivent pas à être dans les ressources institutionnelles à remplir ces besoins. Mais aussi, nous faisons un travail d'exigence aux administrations de remplir ces besoins. Et nous avons la possibilité de dire que dans ces dernières années, on a réussi à remplir d'une part beaucoup de ces besoins, mais en plus de trouver dans les institutions une réception pour prendre plus de ressources. Ça a été la situation dans la pandémie. Et on a été confinés, on a été sans possibilité de mouvement et a été possible de trouver des logements institutionnels pour grande part de ces gens. C'est pour ça que nous pensons que c'est très important cet labor, cet travail qui fait la possibilité en plus que la société civile s'investissent dans ce travail de solidarité. Bon, par contre, ici, du côté Irun, les activités que nous faisons sont presque toutes autour des voyages des migrants. Mais quand j'ai présenté notre association, j'ai oublié de dire une question très importante. D'un côté, j'ai dit que notre objectif, c'est de renseigner, informer les voyageurs, les migrants, les personnes migrantes, mais aussi de dénoncer les situations de non-accueil. Si on arrive à avoir des situations qu'on n'accueille pas bien, alors nous sommes là pour les dénoncer et pour forcer les institutions de bien accueillir les gens. Alors, à ces jours-là, aujourd'hui, ici à Irun, nous faisons deux ou trois questions. Et la première des questions, c'est que nous faisons, c'est d'aller, on va tous les jours, tous les soirs, nuit, à partir de 9h30, de 21h30, on arrive à la gare des bus et de train pour retrouver les gens, les personnes migrantes qui arrivent et qui ne connaissent pas Irun, et même ils ne savent pas qu'à Irun, il y a une auberge pour eux. Alors, on les renseigne, s'il faut, on les accompagne. Et à la fois, déjà, on les dit que le lendemain matin, où nous serons placés pour qu'ils arrivent et bien les renseigner pour continuer le voyage. Ça, c'est une de nos activités. Notre activité, c'est de les renseigner, comme je viens de dire. Et aussi, ce qui, des fois, il faut les changer les habits, les vêtements qu'ils amènent, bien parce que sont des habits
très connus. Ce sont des avis de la Croix-Rouge, ils sont tout égaux, alors on les change. Ou ils sont des avis qui sont sales et on doit les changer aussi. Mais ça, c'est aussi, bon, après, on a un groupe de communication pour faire des questions comme ça, ou pour parler avec la presse, et aussi même pour la communication interne. Ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. À l'époque, quand je viens de dire qu'au mois d'août 2018, c'est qu'on a créé les réseaux. À ce moment-là, on devait faire tout. On devait préparer les 3 repas du jour. On devait trouver des endroits pour dormir, pour se laver. Et ça a été assez compliqué les 3 premiers mois, les mois d'août, septembre, octobre, novembre. Ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y avait rien à Irún. Il n'y avait pas d'auberge pour les migrants. Et c'est à nous qui avons fait tout ça. Après, les institutions ont commencé à mettre en place des dispositifs. Bon, ça va mieux. Aujourd'hui, il y a un dispositif à Irún pour héberger les personnes migrantes. Et justement, aujourd'hui, on vient de savoir qu'il est, comment est-ce qu'on dit, complet. Il est plein. Il est plein. Il est plein. Ça veut dire qu'au moins, il y aura là 50 personnes parce que c'est là, il y a de la place pour 50 personnes. Normalement, ça n'arrive pas. Normalement, il y a là 10, 15, 20 personnes, mais aujourd'hui, on sait qu'il vient d'arriver plus que 50 ou plus. Ça veut dire que quelqu'un dormira à la rue, mais aussi ce que nous avons fait, parce que ça est arrivé déjà quelques fois, on a mis des campings, des tentes de camping. On a mis quelques petites tentes de camping pour ceux qui doivent dormir à la rue. Au moins, ils dormiront sous la tente. Et c'est ça que nous faisons, renseigner, accompagner, surtout, et après dénoncer s'il y a maintenant, si c'est ce qui vient d'arriver, que quelques personnes resteront à la rue, alors le lendemain, le dimanche, le lendemain, on fera quelqu'une activité pour dénoncer ça. Même tant qu'aujourd'hui, c'est le jour de la migration, des personnes migrées, demain, on aura une petite concentration là et on fera pour ça. Oui. Assez? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler, les gens qui ne connaissent pas où on est, que là, la frontière, c'est effectivement l'eau. Donc, on vient de parler d'Irún. Moi, je me trouve personnellement à Hendaye. Avant, je montrais aussi Saint-Sébastien, qui, comme Peyo le disait, c'est à 16 km. Quelle est votre perception de la frontière et quelle est votre perception de ce que vous avez fait à votre président, notamment aussi, le racisme de frontière? La question a été quel est notre... Le téléphone, il vient de tomber, le portable, alors je n'ai pas écouté. Répétez-moi, s'il te plaît. C'était par rapport à la frontière, qui ici, c'est pas seulement représenté. Effectivement, c'est l'eau. C'est une frontière assez poreuse, assez ouverte, ou qu'elle l'était jusqu'à maintenant. Et par rapport au phénomène que ce racisme aussi a dénommé le racisme de frontière. Oui, on doit préciser que pour nous, les frontières, c'est une barrière, mais une barrière, en principe, il doit être une barrière administrative, mais les frontières ne sont pas des choses naturelles. Hein, ce sont des choses qui, le cas du Pays Basque, c'est un exemple qui peut faire une division dans le même peuple. Ici, le peuple basque, il est placé dans les deux côtés de la frontière, dans l'Espagne et dans la France. C'est pour ça qu'on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'artificiosité dans les frontières. Mais le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, les frontières, ils sont devenus un lieu de mort pour les gens. Ce n'est pas le cas dans la frontière à Irún, dans la frontière à Hendaye. Ce n'est pas le cas parce que ici, nous sommes dans le territoire de l'Union européenne, mais nous trouvons que bien qu'il y a une liberté de circulation pour les gens européens,
Ce n'est pas le cas pour les gens ou bien qui ne sont pas européens ou bien qui ont une allure avec son peau d'être des gens non blancs et aussi d'être placés sous la regard poli et raciste. D'une part, on applique ici les contrôles faciès dans la frontière, hein, et ça, c'est une chose à dénoncer. Mais aussi, il y a une pratique illégale parce que nous sommes dans le territoire Schengen. Et dans le territoire Schengen, on ne peut pas faire des contrôles, mais que c'est à cause de la sécurité, c'est pour lutter contre le terrorisme. Mais en pratique, c'est aussi un contrôle officiel, un contrôle migratoire. C'est pour ça que nous avons fait beaucoup de demandes auprès des entreprises qui amènent dans les autobus les gens à d'autres pays de l'Union européenne et qui font une pratique de contrôle policier qui, pour lesquels ils n'ont pas les droits, mais ils le font. Nous avons fait cette dénonciation auprès de cette entreprise, mais aussi auprès de l'administration des Pays Basques. Mais nous n'avons pas réussi à trouver une intervention de la part de l'administration. Finalement, c'est pour ça que nous disons que la pratique dans la frontière, c'est une pratique qui viole les droits humains et qui viole aussi les lois de l'Union européenne. Et que nous pensons que les gens, ils doivent pouvoir aller librement, hein, et que la frontière devienne seulement une situation administrative, un contrôle administratif. Oui, en continuant avec ça que Peyo vient de dire, ici à Irún, maintenant, à la frontière, depuis quelques semaines, après les attentats de Paris et les attentats de Nice, maintenant, o sea, depuis quelques 4-6 semaines, la police elle est toujours 24 heures, 7 jours sur 7 à la frontière. C'est ça que Peyo il disait. Sont des contrôles de sécurité, ça sont par la sécurité. Tout le monde connaît que ceux qui font les attentats sont des citoyens français, mais on veut nous faire croire qu'ils arrivent pour faire ça. Mais non, c'est pas ça. Et ici, on a pris, on dit c'est pour un contrôle de sécurité, mais dans la pratique, les uniques personnes qui sont refoulées dans la frontière, c'est les personnes noires ou les personnes arabes, qui ne sont pas si claires ou si blancs que nous. O sea, dans la pratique, c'est un contrôle raciste et on en applique, oui, on regarde tout le monde, mais on ne fait retourner que les personnes qui ne sont pas blanques. Alors, nous aussi, là, ici à Irún, des fois, nous avons fait quelques manifs de côté de la frontière, parce que aussi, Hendaye, c'est la première ville en France, et aussi, il y a, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, un centre de rétention, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça. Ici, à Hendaye, il y a un. Et aussi, bon, c'est ça. Et des fois, on a... Oui, et des fois aussi, on dénonce que ça, il est là. Et là, ici, à Hendaye, on ne connaît pas même. Et à Hendaye, on connaît que ça existe. Il est là. Et, bon. Alors, c'est pour répéter tout ça que vient de dire Peyo. Il y a des contrôles racistes à la frontière. C'est tout. Après, l'excuse, c'est la sûreté. Oui, en plus, tu disais l'eau comme frontière, pas, non, l'eau n'a pas été une frontière au long de l'histoire. Il y a eu des problèmes, bien sûr, des corsaires, les Basques, ils savent quelque chose avec ça, et des corsaires. Peyo, il s'appelait Peyo, les corsaires du colis d'Hendaye. Oui, désolé, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Non, mais c'est vrai qu'il
il y a eu des problèmes dans la mer, mais la mer en soi, il n'y a pas été une frontière. Il a été une liaison entre le pays. Il a été aussi la possibilité de s'enfuir des situations de guerre et pour aller à l'exil. Ici, on a connu la possibilité avec l'eau, avec la mer, de s'enfuir quand les pushs fascistes de Franco, la possibilité de s'enfuir dans l'eau. C'est pour ça que dans ces cas, l'eau, il n'était pas une frontière. Tout à fait, tout au contraire, c'était la possibilité de s'enfuir. C'est pour ça que finalement, on doit être clair, la mer, l'eau, il a été un domaine pour être en relation. Surtout maintenant, c'est qui essayent de tourner ça et qui ont réussi à faire de la mer un problème dramatique qui cause des milliards de morts. Mais ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la mer, c'est les politiques de l'Union européenne dans ce cas. Oui, bien sûr que c'est ça. Mais en parlant sur l'eau, c'est vrai, à la fin, quand les personnes migrantes arrivent à Irun et ils veulent continuer vers la France ou vers la Belgique ou vers l'Europe, il se trouve l'eau, c'est la rivière. Il y a une rivière qui c'est la frontière ici. Mais cette rivière, dans l'histoire de cette rivière, il y a beaucoup d'événements. Dans ce dernier siècle, on a connu d'un côté, après la guerre civile espagnole, c'est les gens qui sont partis à la fuite. Après, pendant la dictature, des gens qui devaient s'échapper aussi. Aux années 60-70, il y a eu une grande migration portugaise qui arrivait, de la même manière qu'aujourd'hui arrivent les subsahariens ici, ils arrivaient, ils voulaient continuer. À cette époque-là, même il y a eu des morts qui sont morts au moment de traverser la rivière. Et, non sais, il y a beaucoup cette frontière, la frontière ici à Irun, elle a sa propre histoire. Aussi, après, on doit toujours compter avec les personnes qui faisaient des business dans la frontière aussi. Ils sont là aussi. Alors, bon, c'est ça. Oui, non, c'était plutôt un lieu d'échange. Et on va retourner sur la thématique de la frontière et de l'eau comme frontière ou de la frontière qui est représentée. Bon, c'est pas représenté, c'est effectivement de l'eau. Et je voulais vous demander de nous parler de l'expérience de la solidarité, surtout au niveau de la citoyenneté, de l'accueil de la citoyenneté vis-à-vis ce qu'on a appelé le phénomène de la criminalisation de la solidarité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous la criminalisation de la solidarité? Si vous en faites expérience à Irun et à Saint-Sébastien ou pas du tout, et quelle est votre expérience de la solidarité, de la citoyenneté? Moi, toi, moi ou toi? Toi. À vous la parole. Bon, c'est vrai que je viens de dire que la frontière elle est contrôlée maintenant depuis quelques semaines, 24 heures et 7 jours sur 7, mais aussi, je dois dire que la frontière ici à Irun, elle n'est pas la frontière qu'on trouve, la frontière, je veux dire, les circonstances qu'on trouve par exemple à Ventimiglia. Moi, je dirais que ça, c'est pour les migrants, pour les personnes migrantes qui veulent continuer, c'est une frontière douce. C'est pas spécialement violente physique. Mais par contre, je dois dire que ce qui arrive ici à la frontière d'Irun, c'est ce qui est en train d'arriver dans toute l'Europe. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça, je ne sais pas si je suis trompé ou non, mais j'appelle violence démocratique. Ça veut dire que avec les lois, on essaye de pousser les personnes migrantes jusqu'à la prochaine ville. Et là, déjà, c'est pas mon problème. Et quand on arrive à la prochaine ville, on pousse, on les fait, on les laisse pas vivre, et alors ils partent jusqu'à la prochaine ville. Et après, ils partiront à un autre pays. Et là, on recommencera.
Alors, c'est pas une violence physique comme on connaît normalement la violence. C'est pire parce que c'est de la violence de la loi ou de la raison, c'est pas de la raison, mais de la raison de loi. Alors, ça c'est vraiment violent parce qu'il n'y a pas de la violence, oui. Non, je ne sais pas si c'est un peu, si je viens d'expliquer ça. Oui, mais c'est un peu ce qu'on arrive à faire dans toute l'Europe. Et ici, non, tu dois continuer, tu dois partir, tu dois quitter ma ville, tu dois quitter mon pays. Et après, dans les prochaines villes ou pays, ça arrive toujours la même chose. Tu dois quitter, on les pousse pour quitter là où ils sont. C'est intéressant parce que je pensais à des interviews qu'on a fait notamment avec Salvamento Marítimo Humanitario, qui est une NGO qui opère dans la mer, qui fait du sauvetage à mer, et le bateau à la Itamari, normalement c'est à Pazares, là ils sont en voyage, mais eux ils disaient que le type de criminalisation qu'ils subissent maintenant, que le gouvernement italien a changé, ce n'est plus de type violent, de type direct, de type évident, c'est qu'il lui donnait quand même la possibilité d'en parler et de réagir, mais là c'est juste administratif. Et par contre, c'est beaucoup plus dur de sauver des vies en mer quand les gouvernements les bloquent au niveau administratif plutôt que de manière violente. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est tout démocratique, c'est tout légal, tout démocratique. Bon, à peu près. Mais c'est comme ça, oui, c'est ça. Oui, mais je trouve que c'est bon aussi une autre regard à propos de la solidarité dans la société. Hein, parce que normalement, on arrive à trouver dans les médias et tous ces sortes d'attaques de l'extrême droite et des choses comme ça. Hein. Et il faut dire qu'ici, en plus dans les Pays-Bas, on pourrait parler aussi dans l'Espagne, c'est un peu différent, mais aux Pays-Bas, il existe d'une part une société qui, en principe, est accueillante. Bien sûr que quand il touche tout près, les choses, on peut changer. Mais il y a la possibilité de faire, d'une part, un discours et accueillante, un discours pas xénophobe, et ça c'est très important parce que nous connaissons qu'il y a des courants profondes dans la société qui peuvent trouver des manières de l'extrême droit. Mais ici, il y a un discours accueillant, un discours pour les droits humains. Ce n'est pas une casualité que la Itamari, le Salvamento Marítimo Humanitario, il a l'appui du gouvernement basque. Avec de l'argent et des choses comme ça. Et que, bien que nous faisons beaucoup de dénonciations, parce que toujours il y a des choses qui n'arrivent pas à être couvertes, mais on arrive à trouver des ressources institutionnelles pour les gens qui sont en situation irrégulière, hein, et ce qui sont dites des migrants en transit. Hein. Bien sûr, ici en espagnol, on dit enemigo cuyo puente de plata. Et ceux qui s'enfuient, très bien, il s'enfuit, il va vers l'Europe. Hein. C'est les Pyrénées, au-dessus des Pyrénées. Hein. Mais finalement, ça c'est une valeur importante parce que on arrive aussi à pousser dans la société des initiatives comme c'est de la réseau d'accueil d'Irún ou de Saint-Sébastien ou d'autres villes. Hein. Et cet accueil, c'est important pour les migrants et c'est important aussi pour démontrer qu'il est possible une politique d'accueil sans que ça arrive à générer un refus dans la population. Le refus dans la population, il sort quand la situation, s'il y a une politique qui réaffirme qu'il y a des citoyens de première catégorie et des citoyens de seconde catégorie. Et ces citoyens de seconde catégorie n'arrivent pas à couvrir ses besoins. C'est à partir de ça
qu'il est possible de voir des dynamiques d'extrême droite, des dynamiques de refus de l'autre. Et nous savons que ça existe dans la société. C'est pour ça que c'est très important de maintenir ce discours, cette implication de gens, de la société dans cette politique d'accueil, pour montrer que ça, d'une part, c'est les droits, c'est un droit humain, mais d'une autre part, ça c'est possible et ça c'est le mieux politique pour faire face aux discours et pratiques de l'extrême droite et des discriminations qui nous connaissons, pas seulement de la part de la police ou de l'administration, mais aussi dans la société. Et ça existe. Et dans ces cas, quand il a arrivé dans un nombre plus nombreux qu'en avant de gens qui arrivent de la côte sud de l'État espagnol, et il a été une arrivée un peu plus nombreuse. Il fait déjà 2 ans et demi. Ils ont créé cette plateforme dans plusieurs villages. Nous sommes ici en parlant de Irún et de San Sebastián, mais ça a été une expérience aussi au Pays Basque Nord, à Bayonne. Hein? Et ça, c'est très important aussi prendre les valeurs que ça a. Oui. Oh. Et tu as fini. Bon. Tu n'as rien à ajouter sur ça? Je vais ajouter quelque chose à propos de ce que vient de dire Pello. Il parlait du gouvernement basque, c'est vrai, c'est les deux visages, sur le 3, 4, c'est qu'il faut. Visage du gouvernement. D'un côté, quand on se rappelle maintenant qu'aussi Canaries, le quai de Arguineguín, il était là où ils ont dormi pour quelques jours, quelques semaines aussi, des milliards de migrants, de personnes migrantes, parce qu'il n'y avait pas de la place pour eux. À ce moment-là, le gouvernement basque il dit hey, je peux recevoir quelques dizaines, 60, 70. Mais le même jour qu'il disait ça, ici à Irún, les migrants devaient dormir à la rue. Vale. On doit dire pas les migrants, quelques migrants, parce qu'on n'arrive pas à faire les choses comme on doit faire, mais il fait un accueil pour quelques migrants et quelques autres sont à la rue. Et c'est pour ça que l'importance des réseaux comme le réseau d'Irún pour faire la dénonciation de cette pratique qui c'est bien sûr l'autre visage. Mais on doit prendre en valeur ce qu'on fait ici. Parce qu'on fait avec l'accord de la société, des médias et des choses comme ça. Oui, quand tu as parlé du réseau de Bayonne, c'est pas de Bayonne, c'est du Pays Basque Nord, il y a on a mis en place un grand réseau d'accueil chez les citoyens pour accueillir les personnes migrantes qui ont décidé de rester du côté Bayonne, du côté du Pays Basque Nord. C'est petit, le Pays Basque Nord, c'est petit, mais il y a eu, à un moment donné, je crois qu'ils sont arrivés à héberger plus que 100 personnes. Une grande partie de ces personnes étaient des mineurs qui étaient refoulés, qui ont été refoulés par l'administration française, qui n'ont pas été reconnus comme mineurs. Et alors, on les a accueillis chez les citoyens. Ça, c'est vraiment un réseau très, 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 très intéressant. Je ne sais pas comment on dit en français, para admirar, pour bien les regarder. Et en plus, c'est très important ce qu'on fait avec les gens qui restent ici parce que dans une proportion très grande, ils sont des jeunes du nord du Maroc ou d'Algérie. Et il y a un racisme social vers cette gens. Mais c'est clair que beaucoup de ces gens, ils sont à la rue, ils sont dans une situation très précaire. Hein? Et c'est très important d'agir dans cette situation
pour éviter qu'il y a des dynamiques très problématiques pour lesquelles, oui, c'est vrai, il y a a priori, il y a une disposition sociale très problématique de criminalisation, des choses comme ça. Et c'est pour ça que cette intervention, c'est très important et qui, je crois, qu'on peut dire qu'on arrive à contrarrester un peu cette dynamique sociale, que sinon, ça serait facile de... Et cette intervention, on le fait aussi face à la police. La police ici, il y a la police de l'État espagnol qui a, dans le domaine de la gestion des papiers et des choses comme ça, les droits, et que c'est le plus dur. Mais après, il y a une police autonomique et une police locale avec lesquelles il y a beaucoup de problèmes, mais on peut réussir à exiger un traitement avec les gens avec ces droits. On est loin d'arriver à une bonne situation, mais c'est très important qu'il y ait des agents qui agissent, des agents d'ici, qui agissent face à la police pour réclamer ce respect des droits de toutes les personnes. Et je crois que c'est un travail qu'on peut placer dans le domaine de la solidarité très important ici pour éviter des choses que nous voyons à Barcelone ou dans d'autres villes de l'État espagnol, qui sont très problématiques et que c'est très facile qu'ils prennent une dynamique très difficile après de contrefaçon. Oui, ça aussi, c'est notre petite différence de ce qui arrive à Irún. À Irún, la police, elle ne voit pas, elle ne regarde pas les migrants, les personnes migrantes, parce qu'elle connaît bien que ces personnes migrantes qui arrivent à Irún, ils veulent continuer. Alors, on ne les voit pas. Et par contre, à Saint-Sébastien, il n'y a que 15-16 km, la police, ce qu'il fait, beaucoup de fois, c'est de gêner les gens qui ont resté à habiter à Saint-Sébastien. Mais ici à Irún, non. Ici à Irún, ceux qui arrivent à Irún, les personnes qui ressemblent, qui sont migrants, la police même, elle ne les regarde pas parce que la police française, elle est là pour les regarder, les trouver. Mais ça, c'est le double visage qu'il y a partout les coins, si, dans tous les coins, dans tous les domaines. Oui. Tous les deux. Et j'ai pensé qu'un Peyo parlait de cette division de deux peuples, de ces deux rangs, deux dimensions, deux types de gens. Je repensais genre, des écrits de Frantz Fanon, par exemple, sur le colonialisme et sur l'espace colonial. Quand on divise les peuples en deux, c'est bien des histoires coloniales que je dis et des répercussions de cette histoire, en fait. Oui, mais il est possible de venir plus près parce que la situation coloniale, c'est une situation, bien sûr, on a des conséquences aujourd'hui, mais c'est une autre situation très différente. Mais on peut arriver maintenant à utiliser d'autres approches, comme d'Étienne Balibar, par exemple, plus proches de la situation actuelle. Il y a beaucoup de gens qui font des réflexions très, très nécessaires pour arriver à une société qui n'est pas divisée entre gens de première classe ou de seconde classe. Oui, non, c'est clair. Après, ça répare, ça revient toujours à la même idée de deux types de gens de peuples différents, ça veut dire de racisme au final. Et après, ouais, pour cette là, je pense qu'on a des soucis au niveau technique. Pour ces Canadiennes, quand on parle justement des droits à la mer, on parle avec Étienne notamment de génocide en fait en Méditerranée et là maintenant aussi
L'autre question, c'est comment est-ce que cette situation se répercute sur les lieux publics et aussi sur les institutions? Je pense qu'il y a un souci. Comment répétez? Il y a un souci technique, en fait. On n'entend plus rien. Comme cette situation se répercute sur les lieux publics et sur les institutions. C'est une merde. Quelles sont les politiques publiques? J'ai rien. Tu dis? Pardon, tu peux recommencer? Oui. La question, c'est quelles sont les politiques des institutions? Quelles sont les répercussions de votre travail sur les lieux publics et sur les institutions publiques politiques? Oui. Je crois que la possibilité d'arriver à des changements importants dans la politique et à propos des gens étrangers, c'est très problématique, hein, parce que finalement, les grosses questions, ils dépendent de l'État espagnol. Et l'État, il a une regard problématique sur l'immigration et il a des lois qu'il ne va changer. Hein. Mais d'une part, on peut essayer de trouver des mesures comme il a eu dans le passé, des régularisations de gens qui sont sans papiers, hein, parce que dans l'État espagnol, il y a eu des grosses régularisations qui on a touché à millions de personnes. Et la possibilité de trouver dans le gouvernement actuel qui on dit de la gauche, hein, on pourrait peut-être arriver à quelques mouvements dans ces... Hein, c'est très difficile parce que le ministre de l'Intérieur, il est placé sous l'égide de la politique de l'Union européenne. Mais en dehors de ça, nous agissons auprès des partis politiques qui sont au gouvernement, qu'il y a certaines possibilités de petits changements. Hein. Il y a, d'autre part, la possibilité de faire des mesures très importantes pour les gens qui sont déjà ici, parce que la politique d'accueil, c'est une politique qui est dans les mains des administrations autonomiques ou locales. Ici, dans les Pays-Bas, et dans les mains du gouvernement basque. Et dans ce domaine, il est possible d'arriver à trouver des mesures qui sont importantes, pas pour tout le monde, mais parce que, par exemple, ici en Espagne, il y a la possibilité après d'être ici au long de 3 années, si tu trouves aussi la possibilité d'un contrat de travail pour une année, de régulariser la situation. Ça, c'est une possibilité très importante qui n'existe pas dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais il doit traverser une situation tout au long de 3 années très problématique, hein, pour l'exploitation laborale, etc. Mais dans et ça c'est une attribution, une compétence des autorités de l'État espagnol. Mais dans le domaine de l'accueil, le gouvernement basque et aussi le gouvernement des territoires et de l'administration locale, il peut faire et il fait beaucoup de choses qui sont très importantes. Et dans ces domaines, oui, les mouvements sociaux, ils agissent pour trouver cette mesure. Et je crois que c'est un travail très important et qui trouve qu'il réussit à des mesures importantes. Bien sûr, la situation avec ces limites de les lois des étrangers, c'est une situation très dure, hein, et on ne peut pas dire qu'il y a la possibilité de changer ça
dans les courtes places. Mais il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui sont très importantes, comme je disais en avant, pour arriver à que ne soit la situation dans laquelle habitent beaucoup de gens normalement migrants, et qu'il ne soit pas une situation d'une part très dure pour ils et elles, mais d'autre part qui soit une situation qui divise la société, et qu'il y a de gens qui sont clairement dans la marginalité. Parce que si ça arrive, c'est difficile de faire une société cohésionnée et d'éviter la dynamique de refus de l'autre, et de la xénophobie et du racisme. C'est ça, je crois, une situation que dans l'État espagnol aussi, mais surtout dans les Pays Basques, c'est important. Et nous avons maintenant le phénomène de Vox qui finalement a démontré qu'il y a aussi ici la possibilité d'une dynamique d'extrême droite. Et nous pensons que nous étions vaccinés contre ça, et ça n'était vrai. Et nous avons Vox, mais Vox, c'est une situation qu'il ne faut pas aussi survalorer, je crois. Oui. En expliquant un peu ce que vient de dire Peyo à propos de la régulation ici à l'État espagnol, moi je vais répéter ce que j'ai dit avant. On a une double visage une autre fois. D'un côté, on donne la possibilité de régulariser la situation après 3 ans d'habiter à l'État espagnol, mais par contre, pendant ces 3 ans, tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas le droit de travailler. Alors, tu n'as pas le droit de travailler, tu ne seras pas hébergé par aucune institution, tu resteras à la rue. Mais si tu arrives à survivre pour 3 ans, alors tu pourras commencer à régulariser ta situation. Mais c'est le double visage. D'un côté, tu peux arriver à faire ça, mais tu feras 3 ans assez difficile, oui. Alors, c'est une autre façon. Le double visage, cette violence qu'on ne voit pas, cette violence non-violence, oui. C'est ça. Mais c'est pas blanc ou noir, parce que il y a beaucoup de ressources de la part des administrations. Ici au Pays Basque, les gens qui n'ont pas de papiers, on peut toucher aussi des aides sociales, très important. C'est vrai que c'est un long c'est le double visage. C'est le double. On va les laisser mourir. On va pas les laisser mourir parce que c'est pas joli de trouver des morts dans la rue, non, mais on va pas les laisser mourir. On les laisse vivre, continuer à vivre. C'est ça. Oui, c'est vrai, Peyo. Mais pour moi, la lecture que je vois, c'est ça. On les laisse pas mourir. Voilà, c'est tout. Pas seulement, ils ont les droits à la santé, ils ont les droits à l'éducation, ils ont les droits à toucher les aides publiques, bien qu'ils sont dans l'illégalité dans ces premières 3 années. Il y a beaucoup de ressources grâce auxquelles on n'arrive pas à une situation plus violente des droits de ces gens et plus dure par la société. Ça, on doit prendre les valeurs qu'il a, je crois. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que c'est rare aussi là. Oui. C'est bien d'avoir deux perspectives divergentes. Et après, il y aura plein de gens, quand même, peut-être pas, enfin, notamment au Pays Basque, mais en général, qui, du moment où quelqu'un qui est en situation irrégulière, un migrant en transit, peut toucher cette aide publique, ils vont nous dire, surtout après le Covid, mais comment est-il possible, les citoyens de ce même pays n'ont pas de droit d'accès, etc., les subventions, et les étrangers, les gens en transit, alors eux, oui. Oui, mais c'est un discours faux, parce qu'il y a des aides spécifiques pour que tu sois migrant. Non, c'est pour tout le monde.
Mais c'est vrai que dans les gens migrants, il y a plus de possibilités d'être dans des situations très difficiles. C'est pour ça que peut-être il y a un pourcentage un peu plus de gens migrants que de gens nationaux. Mais il n'y a aucune aide pour être migrant. Hein? Mais l'extrême droit, il a ses discours. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit non, les premiers sont les Espagnols, les nationaux, hein? Les Français avant, tout ça que nous connaissons. Ça marche, mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et par rapport à ça, est-ce que vous pourrez nous donner plus de détails par rapport au contrôle et avant le Covid et après le Covid à la frontière? Non, non. Le Covid, bon, à un moment donné, au mois de mars-avril, c'est vraiment la frontière, elle a été fermée, mais fermée pour tout le monde. O sea, vraiment, c'était difficile, même pour nous, de passer de Irun à Hendaye. Vraiment, on devait avoir une bonne raison pour dépasser la frontière. Alors, je veux dire, pour la migration, il n'y a pas eu de questions spécifiques. La frontière était fermée, personne ne pouvait sortir de là où il était. Alors, même les mois de mars, avril, mai, ici à Irun, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils sont arrivés 10 personnes migrantes, pas plus que ça, parce que personne ne pourrait pas continuer son voyage. Alors, on est resté là. Et maintenant, à ce moment, j'expliquais avant, il y a des contrôles de sûreté, mais ce sont des contrôles migratoires dans la pratique. Et ce n'est pas le Covid. C'est pas, le Covid, il ne joue pas. Au moins ici, du côté Irun, le Covid, il ne joue pas dans la frontière. Après, c'est une autre question, parce que du côté espagnol, ou même ici, du côté français, dans les deux côtés, on ne peut pas rester à la rue après, en France, je crois que c'est 20 heures. Maintenant, il sera après 20 heures, il était 21 heures. Et à l'Espagne aussi, on devait retourner à la maison pour 10 heures, je sais pas, pour 22 heures. Et les gens qui habitaient à la rue, on a connu des conneries. On voulait les faire une amende parce qu'il était à la rue. O sea, on a eu des conneries comme ça. Mais la frontière, non, rien n'a changé à propos de la pandémie ou du coronavirus. Non, non. Oui, pas la frontière, mais il y a eu des conséquences dans l'arrivée ici au Pays Basque des gens migrants. Parce que, comme disait John, il y a eu des périodes où les régions ils sont confinées. Oui. Il n'était pas possible, pas aussi pour les nationaux, de traverser d'autres régions, pas la frontière. Et c'est pour ça que dans cette période, dans cette année, au long de cette année, il y a eu des moments dans lesquels c'était très difficile pour les gens qui arrivaient bien à Canaries, bien à la côte sud de l'Espagne, d'arriver comme en avant sans aucun problème pour se déplacer au long de l'Espagne. Maintenant, pour se déplacer au long de l'Espagne, il n'y a plus de difficultés, ça, mais pas dans la frontière, comme dit John. Non, mais c'est vrai que ces difficultés n'étaient pas spécifiques pour les personnes migrantes, c'était pour toute la population. Non, c'était pour le Covid. La question était pour le Covid, oui, pas pour les migrants seulement. Oui. Et là où ils sont arrêtés, on était arrêtés, ils sont restés là pour 2-3 mois, hébergés là où ils étaient. Et ici, pendant 3 mois, presque personne, le mois de mars, avril, mai, juin, ils ont commencé à arriver une autre fois. Et ils sont arrivés, quand on a eu la possibilité de continuer son voyage, ils sont arrivés à Irun, ils ont continué le voyage. Je veux dire que c'est pas, moi je dirais qu'à cette fois, à cette occasion, on n'a pas utilisé le Covid spécifiquement contre les process migratoires. Je dirais ça. Mais, en plus, je dirais que nous avons réussi à dénoncer la situation des gens qui sont dans la rue parce qu'à cause de
la peur de la santé publique. Et ça, c'était clair que si on peut pas rester, si on doit rester à la maison, et il y a des gens qui n'ont pas maison, hein, et c'était aussi un risque pour la santé publique. Et c'est pour ça que les administrations, ils ont fait des ressources extraordinaires dans les frontons et des choses comme ça, et dans les polyportives, pour aider. Ça, c'est un peu une petite aide pour dénoncer cette situation de rue. Oui, mais c'est curieux parce que pendant la première période de confinement, d'enfermement, qu'on était enfermé le 3 mars, avril, mai, on a mis en place des ressources, des auberges spéciales, spécifiques pour les gens qui habitaient à la rue. Mais maintenant qu'on a eu un deuxième confinement, n'a pas arrivé, mais on ne pouvait pas rester dans la rue après 10 heures ou après 20 heures ou 21 heures ou 22 heures. Mais ce qu'ils ont fait dans les mairies, je sais pas très bien qui l'a fait, a dit non, mais si on trouve des gens qui habitent à la rue, on les laisse, on ne les dit rien. Sinon, on devait les héberger. Et pour cette deuxième partie du confinement, déjà, on n'a pas mis d'hébergement d'urgence en place. Il s'arrive à faire le juste qu'il doit faire. Bon, c'est ça. J'ai fini. En anglais, c'était homeless, go home. Comment? Homeless, go home. Go home. Du coup, quand tu dis qu'en ces moments, il y a beaucoup plus de contrôle à la frontière, tu penses que c'est pas lié au Covid du tout, même si c'était jamais comme ça avant, c'est plutôt lié aux attentats à Lyon et à Lyon. À Paris, à Nice. Paris. Oui. Non, oui, mais non, continue, Katharina. Non, c'est plutôt lié à ça qu'au Covid, parce que en général, enfin, moi, je connais pas comme toi, c'est clair, mais en général, dans les derniers 3 ans, on n'a pas vu tellement de contrôle comme maintenant. Et par contre, tu penses que c'est pas lié au Covid, mais plutôt aux attentats? Non, les contrôles sont liés à la sûreté. L'excuse, c'est la sûreté. C'est ça. Si on était, je sais pas très bien, si on était dans le niveau 4 avant les attentats, les derniers attentats, on a monté au niveau 5. Ou si on était dans le niveau 5, on a monté au niveau 6. Je sais pas très bien la nomenclature. Mais on a augmenté les contrôles ici à la frontière. C'est ça, depuis un mois et demi, 2 mois, je sais pas bien exactement, mais 24 heures, 7 jours sur 7, la police est à la frontière. Et quand je dis à la frontière, pour ceux qui ne connaissent pas la frontière entre la France et l'Espagne du côté Irún, ou la frontière que nous a mis au Basque du Nord et au Basque du Sud, c'est une rivière. C'est une rivière. Alors, pour continuer le voyage, on doit... pour continuer le voyage, il va dépasser une rivière. Et pour dépasser les rivières, ici, il n'y a que des ponts. Tu vois dans la carte, on voit la carte du côté gauche de la rivière de la baie. Côté gauche, c'est l'Espagne. Du côté droite, ça c'est Hendaye, la première ville de France, du côté français. Et pour continuer, vous voyez là, pour continuer le voyage, il doit dépasser la rivière. Alors, on met le contrôle policier, on met sur le pont, mais c'est tout. C'est tout. Déjà, c'est beaucoup plus difficile de dépasser la frontière. On doit tenir compte qu'au territoire Schengen, il ne peut pas avoir des contrôles, comment est-ce qu'on dit, contrôles tous les jours, tous les heures, sauf s'il y a des questions de sûreté, sauf pour les questions de sûreté. Et ici, en France, on est comme ça depuis 4-5 ans, depuis les Charlie Hebdo. On est toujours en alerte terroriste, sûreté, je sais pas, ça fait déjà pour 4-5 ans, je ne sais pas combien. Beaucoup de temps. Alors, et maintenant, encore, c'est plus dur. C'est 24 heures, 7 jours. Parfait. Donc, ma dernière question, c'est par rapport aux routes migratoires et à pourquoi, cette frontière qui est l'eau, parce que quand même, comme je disais au début, on l'appelle pas ou on la vit pas comme une frontière, cette frontière basque. Mais pourquoi cette frontière basque qui est l'eau de fait est devenue tellement importante aussi en considération des nouvelles routes et des changements des routes migratoires et des migrations
Après, aussi le phénomène des externalisations de frontières, etc. Bon, je me réfère notamment au fait que là, de plus en plus, on a des départs des Canaries. Ça a beaucoup changé. Je vais rappeler notamment qu'on vient de faire sortir aujourd'hui une interview avec Sarah Prestiani de Euromed Rights depuis les Canaries et avec Manuel Capa de la guerre côtière espagnole, Salvamento Marítimo, depuis les Canaries aussi, justement, pour pouvoir parler de cette situation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au niveau d'Andaï et d'Irún, de Saint-Sébastien, par rapport au changement de la route migratoire dans les derniers mois et voilà, en parlant aussi notamment avec les gens en transit. Je crois que ces routes migratoires, il existe depuis toujours. Parce que c'est une route que normalement, il n'était si contrôlé. Il y a eu des contrôles toujours, mais dans quelques endroits, par exemple avec le chemin de fer, ça c'est clair. Mais il y a eu, quelles sont les raisons, et ça serait une autre chose, il y a eu une contrôle systématique dans la frontière, et de sorte que les gens arrivaient à traverser, et aussi qu'ils n'étaient pas si nombreux peut-être. Et dans les dernières années, il y a eu une augmentation de le nombre de jeunes, et dans la plupart africaines, sont très visibles par sa peau noire ou peut-être arabe. Et ça c'est lié aussi avec la politique française sur la sûreté et tout comme ça. Et c'est pour ça que dans les dernières années, il a monté le contrôle. Et ça veut dire que va changer les routes migratoires. Si ici c'est plus difficile, je ne crois pas, parce qu'il continuera à avoir un besoin pour les migrants de traverser la frontière. Et c'est clair que la frontière des Pyrénées, d'une part à l'autre, de l'Atlantique au Méditerranée, c'est pas possible de contrôler ça. Il faudrait une politique comme la politique des États-Unis, qui finalement arrive à traverser. On peut faire un mur, attention. Oui, mais le mur, dans les États-Unis aussi, il les traverse des milliers de migrants. La conséquence, c'est pas s'il arrive à continuer ces contrôles systématiques dans la frontière classique, si on peut dire, dans les ponts ou dans des autres passes frontalières, et c'est clair que ce qui va à monter, c'est le trafic de personnes humaines. Parce que nous connaissons qu'il a monté, et c'est une des missions de la solidarité, c'est de dire aux personnes migrantes qu'on peut traverser sans toucher l'argent. Et ça, si on persiste à ce contrôle systématique, on va avoir comme il y a une poussée de ce trafic de personnes humaines, et avec des gens qui vont, d'une part, à réussir à aider à traverser la frontière en payant, et d'autres n'arriveront pas à traverser, mais on va payer. Et ça, c'est un drame que nous dénonçons, parce que ce n'est pas possible dans tous les Pyrénées et arriver à faire l'impossibilité. C'est pour ça que je ne sais pas s'il va à tourner ou à trouver une autre route migratoire. Mais maintenant, la route migratoire qui arrive à Irún et à Hendaye, je crois qu'elle va suivre, en plus, pour finir, en plus, parce qu'il y a
la possibilité de trouver dans ce parcours des appuis de la solidarité. Et ça, c'est une chose qui aide les migrants à pas surmonter toute la difficulté, mais c'est important, cet appui. Et ça, maintenant, existe et va continuer. Et c'est pour ça que je crois que cette route migratoire va persister. Je ne sais pas le futur, mais... Oui. Ce que tu viens de dire à propos des gens qui volent les migrants, c'est vrai, ici à Irun, il y a des gens qui volent parce qu'à la fin, c'est volé. Bien pour dépasser la frontière. Des fois, c'est vrai que des fois, on essaie de dépasser la frontière en payant, mais beaucoup de fois, l'unique chose qu'on les fait, c'est de les voler. On les dit, donne-moi l'argent, je reviens dans 10 minutes avec la voiture, et jamais il s'apparaît. Vraiment, ces personnes, ils s'étaient disparues depuis le confinement. Et c'est dans les dernières semaines maintenant que c'est plus difficile de dépasser la frontière parce que la police elle est toujours là, tous les 24 heures, qu'ils sont en train de réapparaître. Ils sont des petits, je ne connais pas, je n'ai pas de vocabulaire français, mais des petits connards, des petits cons. O sea, de la même manière, il arrive à toucher 50 € en disant je vais te passer la frontière, que je vais te vendre je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas important, ce sont des petites vivants ou chercheries, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. Et ce qui depuis qu'on n'a plus de contrôle frontalier, il recommence à apparaître ces gens qui aprovechan des situations comme ça pour voler les gens. Oui. Et la question de ce qu'on arrive à voir toujours, c'est que, je change un peu le thème, c'est chaque fois que l'Europe fait quelque chose pour difficulter la migration, l'unique chose qui arrive, la conséquence, la première conséquence, c'est que c'est plus cher. La prochaine route, toujours, sera plus cher. Plus cher, ou bien, parce que... Comment? Mais aussi, c'est aussi plus dangereux. Oui. Il y a beaucoup plus de danger. Si on fait bouger les routes migratoires de la Méditerranée en Atlantique, on a bien de morts en Méditerranée, mais on va avoir beaucoup plus de morts en Atlantique. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est plus cher dans deux niveaux. Au niveau de l'argent qu'il doit utiliser pour arriver, et aussi au niveau des vies humaines. Dans l'Atlantique, c'est beaucoup plus risqué l'Atlantique que la Méditerranée. Donc, c'est plus cher dans tous les sens, dans des vies humaines et dans de l'argent qu'ils ont besoin pour continuer le voyage. Et c'est une chose que les politiques migratoires de l'Union européenne arrivent à faire. On paye au Maroc, on paye à Turquie, on paye à Libye, on paye pour retenir, pour difficulter la migration des personnes. Mais ça n'empêche pas de faire la migration, parce qu'on ne doit pas oublier que les personnes, surtout quand ils décident de partir de leur pays, ce qu'ils veulent, c'est quitter leur pays parce qu'ils n'arrivent pas à vivre là dignement, on dit, dignement, avec dignité. Oui. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Caterina. Merci. Bon, merci pour cette opportunité. Merci à vous. Et du coup, on peut continuer à considérer cette frontière comme une frontière un peu plus poreuse, plus libre, plus ouverte. Pas seulement parce qu'on ne peut pas bâtir un mur dans l'eau, mais surtout parce qu'il y a des exemples de solidarité au niveau de la citoyenneté, des deux côtés. Si on laisse Trump, il fera un mur dans l'eau, sur l'eau. Ah bon? Un mur dans l'eau? Si on laisse Trump, il fera un mur là, sur l'eau. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. Heureusement, ce qu'il dit, il y a à la fin, il y a beaucoup de solidarité. Il se trouvera face aux surfistes. Exactement. Ça. Essaye de mettre, ouais, c'est pour ça, mais je sais, ça c'est une petite annotation par rapport à chez vous. Comme j'étais en retard parce que j'ai surfé, mais ouais, essaye de mettre un mot, là il va y avoir la révolution de surfeurs. Mais en fait, je me rappelle quand il y a des restrictions, c'est sérieux, des restrictions au niveau de la frontière, au niveau du passage dans les ponts de Beobi et de San Juan,
il y a des manifestations, non? Oui, bien sûr. Oui. On a fait des manifs contre ça. Oui, oui. Mais j'ai dit avant que demain à 11h, on ne fera pas une manifestation, concentration, comment est-ce qu'on dit en français, concentration? Assemblée? Pas une manif. Non, pas assemblée. On va se regrouper dans la rue pour dénoncer, pour rappeler que c'est le jour de la migration des migrants. Mais ce n'est pas pour dénoncer spécifiquement la frontière ou non. Bon, je dois quitter parce que je dois quitter. Donc, on vous laisse et on vous dit au revoir depuis la frontière libre de Hendaye, Gabon. Allez, merci à toi.